Bonjour à tous, il est 8 heures. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Judaïka et tout de suite, comme tous les vendredis, c'est l'heure de retrouver Stéphane Juffard, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Ouais, bonjour Yannick, bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on commence tout de suite par l'actualité chaude et l'actualité qui concerne Israël. Le Conseil exécutif de l'UNESCO a adopté une résolution palestinienne qui nie tout lien entre les Juifs et le mont du Temple. Alors Stéphane, pouvez-vous d'abord nous expliquer quels sont ces liens justement entre judaïsme et mont du Temple que l'UNESCO tente de nier? Ouais, ben, c'est l'essentiel, c'est-à-dire que nous sommes ici, nous nous trouvons en Israël parce que le peuple juif s'est développé ici, parce que c'est le pays du peuple juif, parce que la monarchie de droit divin, notamment avec les rois David et Salomon, existait ici, notamment, et c'est encore plus important parce que le roi Salomon a érigé le temple de Jérusalem, le seul endroit saint pour les Juifs. Je rappelle à nos auditeurs que les synagogues ne sont pas des lieux saints, c'est-à-dire qu'on peut manger dans une synagogue, on peut danser dans une synagogue. Tout ce qu'il y a de saint dans une synagogue, c'est le Aaron à Kodesh, c'est-à-dire l'armoire qui contient les livres de la loi, les livres de la Torah, bien entendu, et les livres de la Torah eux-mêmes. Mais une synagogue, comme la traduction l'indique, Yannick, eh bien, c'est simplement une maison de réunion. Les Juifs n'ont qu'un endroit saint, donc c'est ce temple, le premier temple érigé par Salomon aux alentours du premier millénaire avant Jésus-Christ, qui fait que nous sommes liés cette terre, à ce pays. Et maintenant, l'enjeu extraordinaire au niveau symbolique, mais dont va dégager tout le raisonnement, toute la justification de notre présence, la présence du peuple d'Israël dans son pays, c'est la négation de l'existence de ce temple. En fait, ce qu'on dit, ou plutôt ce qu'on dit pas dans cette résolution de l'UNESCO, c'est qu'il n'y a pas eu de temple, il n'y a pas de preuve. C'est ce que les Palestiniens, mais d'autres pays arabes, il n'y a pas que l'autorité palestinienne qui a été le sponsor de cette résolution. Il y a la Jordanie, il y a l'Égypte, enfin il y a plusieurs pays arabes qui disent en gros que ce temple n'a jamais existé, qu'on l'a en quelque sorte inventé. Et puis ce qu'il y a d'important sur l'esplanade du temple, c'est la création de la mosquée d'El-Aqsa, en oubliant de mentionner que d'abord cette mosquée El-Aqsa, elle est construite plus de 17 siècles après le temple de Salomon. Puis Yannick, elle est construite à l'emplacement du temple de Salomon, ce qui signifie que s'il n'y avait pas eu de temple juif à cet endroit, eh bien les musulmans n'auraient eu aucune raison de construire la mosquée d'El-Aqsa et la mosquée du Roc sur l'esplanade des mosquées. Eh bien, l'UNESCO, hier, a décidé de ne retenir que cet épiphénomène, ce phénomène secondaire, c'est-à-dire que au 7e siècle après Jésus-Christ, les musulmans ont décidé de s'installer sur les ruines du temple et d'installer deux mosquées, et la résolution omet absolument tout lien entre les Juifs et l'esplanade du temple, donc les Juifs avec le temple de Jérusalem, et les Juifs tout court avec Jérusalem, et les Juifs avec l'État d'Israël, avec l'État et la terre d'Israël. Alors ce qui est important, ce qui est crucial, c'est que si les Juifs n'ont pas de relation avec la terre d'Israël, ben ils n'ont rien à faire ici. Et on retourne sur cette propagande habituelle des anti-israéliens, des antisémites de plusieurs pays arabes, qui dit que les Juifs dans cette partie du monde sont une population d'importation. Ce sont donc des colons qui sont venus remplacer un peuple qui existait précédemment. Pour beaucoup de gens complètement incultes, il s'agissait d'un pays, la Palestine, qui n'a bien sûr jamais existé et qui aurait été colonisé par les Juifs, Yannick. Et c'est extrêmement grave, c'est-à-dire que cette délégitimation historique fait en sorte que nous n'avons pas de légitimité d'être ici, que nous aurions volé cette terre aux Arabes, et donc
si vous me permettez l'expression, la chasse aux juifs est permise et, les États arabes, y compris les Palestiniens, ont absolument tous les droits de nous jeter à la mer puisque nous avons volé cette terre avec laquelle nous n'avons aucun lien historique. Alors Stéphane, est-ce que Israël ne risque-t-il pas d'être encore un peu plus isolé au niveau diplomatique suite à ce vote? Bien sûr, mais on peut regarder les choses des deux côtés. Ce vote est intervenu parce qu'on était isolé. Et puis, on n'oublie pas une autre chose, c'est qu'il y a des pays comme la Russie et la Chine qui ont voté cette imposture. Et après les nombreux voyages de M. Netanyahou à Moscou, on pensait que les relations avec Vladimir Poutine étaient amicales, mais on constate, on est force est de constater que c'est pas le cas, puisque la Chine et la Russie, qui sont quand même deux des grandes puissances de la planète, ont décidé d'ajouter leur voix à ce Alors déni Stéphane, de droit au niveau, absolu au du niveau peuple du nombre, juif sur sa terre. Donc c'est très problématique, et c'est problématique pour l'avenir parce qu'on a d'autres pays comme la France, dont on parle beaucoup du vote ici en Israël depuis hier, qui n'a pas voté pour cette résolution, mais qui s'est abstenu. C'est-à-dire que nos amis français ne savent pas qu'il existe un lien historique, peut-être le lien historique et spirituel le plus important, vous m'entendez bien Yannick, sur Terre, entre un peuple et sa terre. Eh bien, pour des États européens comme la France, eh bien, ce lien est dénigré, ce lien n'existe pas. Et ce qui est très grave, c'est que pour des États européens, des États soi-disant amis, eh bien, cela signifie tout simplement, et je me répète, mais c'est suffisamment important pour le faire, cela signifie tout simplement que nous n'avons pas le droit d'être ici. Donc, si nous n'avons pas le droit d'être ici, les gens qui essaient de nous jeter ailleurs ont le droit de le faire. C'est une ouverture, une invitation au génocide et rien de moins des Juifs d'Israël, des 7 millions et quelques de mes concitoyens israélites qui vivent dans ce pays. alors Stéphane, on passe à une autre affaire à présent. Le 24 octobre prochain, le Parlement européen va sans doute adopter en séance plénière un document relatif à la normalisation des relations avec la République islamique d'Iran. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quel est le but d'un tel vote? C'est presque pire que l'affaire de l'ONU. Donc il y a eu cet accord sur le nucléaire qui a maintenant plus d'une année. Et puis la Commission des affaires étrangères du Parlement a prévoté par 37 voix contre 15 la définition d'une stratégie de l'Union européenne à propos de l'Iran suite à cet accord nucléaire. Yannick, cet accord vise à amplifier le montant des échanges avec Téhéran. Il est aujourd'hui de l'ordre de 8 milliards de dollars. Et puis le but ultime, c'est de faire de l'Union européenne le partenaire économique privilégié de la République, en gros guillemets, islamique iranienne. Alors, les Européens sont festifs, enfin les parlementaires européens, ceux qui ont préparé ce texte, ils parlent d'une opportunité sur la base du fait que l'accord sur le nucléaire aurait constitué un grand succès pour la démocratie européenne. Et l'Union européenne se sent désormais responsable de la mise en place de l'accord, dans l'accord sur le nucléaire, et de la conservation de l'esprit. Je cite le texte du brouillon, de la conservation de l'esprit des négociations entre les parties, donc entre l'Iran et l'Union européenne, de telle manière qu'ils servent à la fois les citoyens de l'Iran et ceux de l'Union européenne. Et puis, Yannick, ce texte, ce vote, suit le transfert en cash d'1,7 milliard de dollars par l'administration Obama aux Iraniens, dont 400 millions de dollars qui servent de rançon pour la libération d'otages américains détenus par les ayatollahs, des otages bien évidemment innocents de tout crime et dont on ne peut retenir aucune charge pénale ou autre à leur encontre.
Bien évidemment, ou évidemment tout court, on parle dans ce texte d'une réinstallation possible des sanctions au cas où l'Iran ne respecterait pas l'accord sur le nucléaire. Mais là aussi, il y a un hic, et un hic de taille, c'est qu'en même temps, le Parlement européen soutient la candidature de l'Iran à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et cette candidature, s'il était accepté, parce qu'elle a un rôle dans la réinstallation des sanctions en cas de violation de l'accord par l'Iran, en fait, ce que nous obtiendrions si l'Iran fait partie de l'OMC, c'est pratiquement l'impossibilité de réinstaurer ces sanctions. Et d'ailleurs, des parlementaires américains, à la fois démocrates et républicains, sont intervenus auprès de Barack Obama afin qu'il empêche que l'Iran ne soit admis au sein de l'OMC. Et puis, ce n'est pas tout. Par exemple, pour le parlementaire néerlandais Bas Belder, eh bien, ce texte participe tout simplement d'une grande honte, je cite, d'ordre politique, éthique et intellectuel. Belder, Yannick, a demandé que soit ajouté au texte, à la proposition de résolution, que l'Iran doit cesser avec effet immédiat son soutien aux organisations terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas et qu'il cesse d'appeler midi à 14 heures à l'éradication d'Israël. Eh bien, la majorité des membres de la Commission des Affaires étrangères a rejeté cette demande. Il y a une autre demande de Belder qui nous semble elle aussi coulée de source, que l'Iran renonce à son concours international de caricature sur le thème de la négation de la Shoah, un concours que Téhéran organise chaque année. Le chef de la commission qui a rédigé la proposition est un certain parlementaire britannique qui porte le nom de Richard Howitt, qui est un ami de Jeremy Corbyn, dont on a certains doutes au vu des déclarations assez récentes et plus anciennes même, qui soit anti-israélien et même peut-être à la limite de l'antisémitisme. Et on a ces doutes, on nourrit ces doutes pour une première raison qui nous semble absolument délirante, et je pèse mes mots, parce que pour ce député britannique, dans le cadre du développement des relations futures entre le Parlement européen et son homologue iranien, eh bien, Monsieur Howitt préconise, et j'espère que nos auditeurs sont bien assis, Monsieur Howitt préconise un dialogue commun au sujet de la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire que, Yannick, l'Europe est en train de demander au plus grand promoteur de terrorisme de la planète de lui indiquer la manière adéquate de s'opposer aux attaques terroristes islamistes sur son continent. On est à peine capable de comprendre, de comprendre ce que ces gens sont capables de proposer comme résolution, et leur manque de maturité absolue, leur manque de connaissance absolue des relations internationales. Et puis, quelque chose d'autre d'absolument déplorable au sujet des assassinats publics, au fait des grues qui sont pratiquées à la chaîne en Iran. On parle d'un assassinat, ce qu'ils appellent exécution, un assassinat par jour. Eh bien, il n'y a absolument rien dans la proposition de résolution qui parle de lutter contre la peine de mort. Le Parlement européen, qui est quand même le plus grand parlement démocratique du monde, et le centre de l'humanisme, le plus grand parlement humaniste du monde, ne condamne pas ces mises à mort. Et en parlant de ces massacres, eh bien, le Parlement, le texte proposé, le texte de résolution proposé, parle simplement, et vous m'entendez bien, d'une différence d'approche. Pour nous, c'est absolument insolent. C'est un manque de respect minimum de la part de ceux qui attendent tout autre chose de notre part. C'est ces 1000 personnes, la plupart qui sont de parfaits innocents, qui sont assassinés
par ce qu'on définit dans ce texte, ce que le Parlement européen définit comme des partenaires privilégiés, ceux avec qui on veut être les premiers, l'Europe veut être les premiers partenaires économiques, et on laisse dans ses griffes les opposants au régime qui se font massacrer, les membres des minorités ethniques ou religieuses, on pense particulièrement aux Kurdes qui se font massacrer, les femmes violées qui souvent, lorsqu'elles se plaignent, se font également pendre aux grues jusqu'à ce que mort s'en suive, les poètes, les homosexuels, et j'en passe. Donc pas la moindre réclamation pour les suppliciés dans ce texte, ni aucune exigence pour que cesse le calvaire des condamnés dans la formulation des directives stratégiques qui vont définir la gestion des relations Europe-Iran. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, Yannick, c'est que le Parlement européen vient à la suite des délégations d'hommes d'affaires du vieux continent qui se succèdent depuis un an à l'ombre des potences de Téhéran. Puis il y a pire encore. Il y a l'Italie, par exemple, qui a participé récemment à des manœuvres navales dans le détroit d'Ormuz avec la marine iranienne. Et pendant ces manœuvres dans le détroit d'Ormuz, eh bien, la DCA iranienne a tiré des missiles sur un avion américain qui survolait les eaux internationales. C'est-à-dire que l'Italie a presque été partenaire des Iraniens alors qu'ils voulaient abattre un avion de l'OTAN. Voilà le délire auquel on est arrivé. Et puis, de l'argent, de grosses sommes, des milliards de dollars ont déjà été libérés puisque les sanctions ont été abandonnées, les sanctions internationales, après la signature de l'accord sur le nucléaire. Alors, certaines bonnes âmes, notamment le président Barack Obama, et bien entendu ces gens de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, ont pensé que cet argent irait à la population iranienne qui est en manque de tout, notamment de médicaments. Eh bien, ces gens étaient des rêveurs parce que cet argent a permis déjà, à l'heure actuelle, de multiplier le budget militaire de l'Iran par 4, de semer la guerre en Irak, au Yémen, en Syrie, de détruire la société civile libanaise et de développer et tester des missiles balistiques en contradiction flagrante avec l'accord sur le nucléaire. Ça a même entraîné une dénonciation de la part de l'ONU. Mais Yannick, ces ogives atomiques sont pointées aujourd'hui sur Jérusalem, sur Riyad, sur le Caire, et aussi sur les 2 tiers de l'Europe. Et bientôt également, c'est en développement en Iran sur les États-Unis. Et pour Richard Howitt, eh bien, tout simplement, ce document, donc cette résolution, devrait permettre d'espérer, et je cite, qu'il apportera la paix et le succès aux habitants de l'Iran et des États qui l'avoisinent. Nous, on ne voit pas du tout comment. Maigre consolation, l'adoption de cette résolution n'implique pas l'obligation pour les parlements des États membres, dont bien sûr la Belgique, de l'entériner à leur tour. Et on a ici à Metula de bonnes raisons de supputer que les pays les moins déraisonnables de l'Union, à commencer par l'Allemagne et la Tchéquie, l'Allemagne, je le signale, qui a voté contre à l'UNESCO le fait d'exprimer qu'il n'existait pas de lien entre le peuple juif et sa terre, l'Allemagne qui s'est donc opposée. On pense qu'en Allemagne, en Tchéquie et dans plusieurs autres pays, on refusera d'entériner ce document sur les relations à venir entre l'Union européenne et l'Iran, Yannick. Eh bien, merci beaucoup Stéphane, c'est déjà la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Bah, c'est toujours avec le même plaisir, même si, je dois l'admettre, l'actualité en cette fin de semaine est particulièrement irritante et émétique et qu'il faut réagir parce que on arrive dans une époque où le racisme anti-juif, l'antisémitisme a pratiquement pignon sur rue, que ce soit à l'UNESCO, que ce soit au Parlement européen, et bien sûr que même si ça n'a pas d'action directe
sur la vie des Israéliens et des Israélites en Europe, il est clair qu'au niveau symbolique et au niveau de l'avenir à moyen, à long terme, l'avenir politique et notre décision et notre qualité de vie, eh bien, cela aura un impact. Et on a une impression en cette fin de semaine, et excusez-moi pour allonger un petit peu mon propos, Yannick, mais on n'est plus les bienvenus. Et quoi qu'on fasse, on nous interdit même de prétendre à notre lien historique le plus sacré avec notre terre, avec notre histoire, et à en croire l'UNESCO notamment, eh bien nous serions des Juifs errants, et nous serions le seul peuple sans terre à la surface de la planète. Et effectivement, évidemment, cela a de quoi nous inquiéter, même si d'habitude, eh bien, nous œuvrons à l'analyse stratégique et politique. Eh bien, à moyen terme et à long terme, nous aurons vraisemblablement à subir et à souffrir de ces décisions, ce qui est absolument inacceptable au niveau humain.